Bienvenue dans Et pourquoi pas, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et pourquoi pas parler de la réussite de sa levée de fonds malgré la conjoncture économique. Alors pour en parler, je suis très contente parce que j'ai des experts, des spécialistes. J'ai avant tout Wahib, puis avec moi, notre expert comptable Chouchou, ça va? Très bien, Notre expert comptable affûté. Ça, on le garde. c'est ce qu'elle a dit, hein. C'est ce qu'elle a dit, Madame la Ministre. On a également Julie Lamy qui est avec nous. Bonjour Julie. Bonjour. Ça va? Très bien, merci. Très heureuse de t'avoir avec nous. Nous avons Louis Soris. Bonjour, Bonjour, bienvenue. merci. Nous retrouvons Alec Henry Bonjour. et Samuel Guèze. Tout va bien? Super, merci. Bon, alors vous le savez, le fait de lever des fonds, eh bien, ça peut être vu comme le Saint Graal pour pouvoir développer son activité, booster son entreprise, aller au bout de ses projets. Alors, les montants élevés, on le voit, se normalisent. Il y a comme une normalisation du marché. Les montants investis dans les startups ont baissé de 57% en moyenne par rapport à 2022. Ça, c'est une étude de EY. Et les causes de dégradation sont multiples. Alors, il y a la hausse des taux d'intérêt, on a la guerre en Ukraine, et puis on a le contexte macroéconomique. Pour en parler, on a donc nos experts ici présents qu'on va questionner. Il n'y a pas de langue de bois, on va se dire tout ça. Et moi, j'aimerais qu'on ait un petit peu l'état des lieux du marché. Racontez-nous un petit peu ce que vous ressentez. Je veux bien l'apprendre, hein. Allez, Samuel. L'état des lieux du marché, nous, Blast, on est investisseur. On investit dans une trentaine de startups par an, des tickets entre 500 000 et 5 millions d'euros. Et donc, on est aux premières loges de ce qui se passe sur ce marché-là. C'est que c'est effectivement très difficile sur l'année 2023, et ça va se prolonger sur l'année 2024, de lever des fonds pour plusieurs raisons que tu as déjà citées, mais notamment la hausse des taux aussi. Aujourd'hui, on sait placer son argent à 5, 6, 7% à capital garanti. C'est quelque chose qui a très rarement existé. Donc, c'est sûr que de placer son argent sur une start-up pour espérer faire 15 ou 20% avec un niveau de risque qui est énorme, ça ne favorise pas l'investissement sur cette classe d'actifs. Et puis après, on a aussi tout le contexte macroéconomique et ce qu'on appelle les fonds qui ont toute cette dry powder. La dry powder, c'est l'argent qu'on a de disponible, qu'on doit déployer, mais qu'on ne déploie pas pour l'instant parce qu'on est timide. Et c'est très favorable à des clubs comme nous, puisque du coup, on peut investir dans les super pépites qui sont délaissées par les autres. Alors Julie, vous travaillez pour la CCI. Quelle est votre approche et comment est-ce que vous voyez le marché? Par exemple, les causes que j'ai évoquées tout à l'heure, donc que sont la hausse des taux d'intérêt, le contexte macroéconomique et puis la guerre en Ukraine, et sûrement d'autres. Comment vous voyez les choses? En fait, on accompagne les entreprises sur leurs demandes de financement, leurs besoins de financement. Et effectivement, c'est une réalité. Aujourd'hui, les entreprises ont plus de difficultés à lever des fonds. Et donc, du coup, ils viennent nous voir notamment pour des fonds, par exemple, non dilutifs, où ils essayent du coup de faire un peu le patch, le tampon jusqu'à la levée de fonds. D'accord. Donc, on voit bien ces difficultés, en fait, et les entreprises ont du mal à se financer. Donc, du coup, ils cherchent des alternatives pour essayer de trouver des solutions à la fois court terme, moyen terme, dans l'objectif de lever des fonds par la suite. Et il y a de plus en plus d'entreprises comme ça, d'entrepreneurs Oui. qui sont à la recherche Oui. de solutions bis. Oui, oui, tout à fait, on le voit de plus en plus. Alors c'est vrai qu'en plus, il y a des programmes d'investissement importants, ambitieux. Donc il y a beaucoup de financement, il y a beaucoup d'appels à projets sur du non dilutif de la région Île-de-France, sur d'autres même dispositifs au niveau nationaux, BPI, etc. Et donc du coup, ils souhaitent accompagner en fait leur projet d'investissement et sécuriser, finalement, optimiser avec également du financement non dilutif. Très bien. Louis, je t'ai vu acquiescer quand Julie prenait la parole. Oui, effectivement, sur le marché, il y a une forte attente puisqu'on est passé quand même sur quelques années où on a eu une petite euphorie sur les levées de fonds et où donc il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont monté leur business sur un modèle économique de levée de fonds. D'accord. Savoir d'abord pour ceux qui nous écoutent que monter une boîte ne veut pas forcément dire lever des fonds. Il y en a qui bootstrap, comme on le dit, c'est-à-dire que ils développent leur boîte avec leurs propres revenus. Il ne se sans- dilue pas. Exactement, Ça. sans avoir besoin d'avoir des investisseurs tiers qui viennent mettre de l'argent dans la société et prendre une partie de leur capital social. Ok. Je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que certains investisseurs sont timides en ce moment. Effectivement, c'est le cas. Et je pense même qu'il y en a certains qui sont un peu échaudés, justement par rapport à la période passée, ces 3-4 dernières années, où en fait on a vu des montants de levée de fonds assez records. Et qui dit montant de levée de fonds record dit également valorisation de sociétés qui ont été très importantes. Mhm. On s'est retrouvé dans une situation, et c'est le cas aujourd'hui, et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui souffrent de ça aujourd'hui, parce qu'ils ont levé des fonds il y a 2-3 ans, avec une valorisation très forte, sur la promesse d'un BP qu'ils devaient réaliser. Le marché est ce qu'il est, c'est que le BP n'a pas forcément été réalisé, ou le marché est un peu différent, et que la valorisation sur laquelle sont rentrés les premiers investisseurs, en fait, n'est pas au rendez-vous. Et ils sont dans une situation où ils sont, comme on le dit, short cash, c'est-à-dire qu'en gros, les tiroirs Ils sont à court de cash. sont vides, et ils doivent retourner voir des investisseurs en disant
les amis, j'ai encore besoin de vous, je dois encore lever des fonds. Les investisseurs regardent un peu la situation, regardent le précédent tour, regardent la valorisation qui a été donnée à ce moment-là. Et là, ils lui disent, en fait, vu le niveau d'endettement de la société, vu la dilution que tu as déjà pris actuellement et vu la valorisation qui avait été donnée précédemment, nous, on ne peut pas y aller parce que les conditions ne sont pas là. Le BP n'est pas réalisé et on devrait porter une valorisation trop importante. Et malheureusement, on ne mettra pas notre argent dans ton entreprise sur ce tour-là. Et c'est ça, aujourd'hui, le gros problème de sociétés qui avaient une success story sur une première partie et malheureusement, aujourd'hui, qui ont du mal à retrouver de l'argent pour pouvoir du coup, continuer leur activité. C'est ça, avec la normalisation du marché et tout ça. Alec, petite question concernant les causes que j'ai évoquées tout à l'heure. Est-ce que toi, ça te parle? Est-ce que tu l'as vu auprès des entrepreneurs que tu accompagnes? Oui, complètement. Et je rebondis sur certains sujets, notamment le fait qu'il y a un phénomène presque de mode lié justement à ces grosses levées de fonds qui ont été effectuées avec des grosses valorisations. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément intégré le concept que tu as évoqué à l'instant, Louis, où on peut entreprendre sans forcément lever de fonds à la base et qui démarrent directement sur ce modèle. Et du coup, on va avoir énormément de sociétés qui veulent lever des fonds avec des projets qui sont tous révolutionnaires, plus les uns que les autres, et proportionnellement aux capitaux qui sont disponibles, parce que l'argent en ce moment est plus cher qu'au préalable, comme on l'a évoqué, ça pose problème entre l'offre et la demande, tout simplement. Alors effectivement, il y a pas mal de sujets qui peuvent être évoqués parce qu'il peut y avoir pas mal de freins et on voit que comme il y a de l'argent qui est un petit peu moins facile à avoir, c'est un peu moins disponible, certains entrepreneurs peuvent être un peu pris à la gorge. Bref, tout ça peut paraître un peu obscur, mais il faut vraiment qu'on précise tout cela et d'ailleurs on va le préciser tout de suite avec l'expert nous éclaire. Donc oui, effectivement, ce pacte d'associés, c'est comme un contrat de mariage. Quand vous allez créer une société, que vous envisagez de vous associer ou d'augmenter votre capital, il est important, en complément des statuts, d'avoir un pacte d'associés. Ce pacte d'associés régit les conditions d'exploitation de l'entreprise, des associés dans l'entreprise. On prévoit aussi les modalités de sortie, on peut prévoir les modalités de préemption, on peut prévoir la gouvernance, on peut tout prévoir. Il est important pour réussir plutôt à bien s'entendre, de solliciter des bons avocats, des bons experts comptables. Je pense notamment à Louis, qui est un excellent avocat avec qui j'ai déjà travaillé, qui pourra aiguiller les entrepreneurs, les associés, pour éviter les divorces qui se passent mal. Parce que même avec un pacte d'associés bien ficelé, parfois, hélas, et c'est la vie, on n'a pas forcément tout anticipé. Et il est important de bien se dire les choses. Que ce soit avec des fonds externes, des investisseurs qu'on ne connaît pas et qu'on pourrait apprendre à connaître, comme par exemple Blast, ou avec des personnes qu'on connaît, on a fait nos études ensemble, et on se retrouve 10-15 ans après, et on se dit non, on n'a pas besoin de faire un pacte, on se connaît, on est les meilleurs amis. Non, surtout pas. C'est comme avec sa femme. Si on envisage de grandir ensemble, de fonder un foyer juridiquement parlant, on va établir un contrat de mariage avec des règles. Et bien, c'est pareil dans le monde du business. Se faire confiance, c'est bien. Le formaliser, c'est mieux. Et Basilou, on t'écoute. Hey, c'est Basilou. Aujourd'hui, on va parler des éléments à inclure absolument dans le pacte d'actionnaires. Quand tout va bien, c'est la fête, mais quand c'est le bordel, il vaut mieux s'être mis d'accord en avance sur la forme. En effet, lorsqu'un conflit naît entre associés qui ne se sont pas décidés en avance sur la démarche à suivre, l'entreprise peut en être très lourdement impactée jusqu'à des liquidations. D'où l'importance du pacte d'actionnaires. Il vient compléter les statuts et peut concerner tous les associés ou uniquement un certain nombre. Sa rédaction est assez libre. Il n'est d'anticiper les problèmes entre associés. Il fixe des règles spécifiques qui ne sont pas incluses dans les statuts. Allez, je vous rends l'antenne, à la prochaine. Merci Basilou. Effectivement, c'est rassurant, mais moi j'ai quand même une question. On parle de macro, la conjoncture, les problèmes, etc. Mais là, si on rentre dans le microéconomique, on est dans un contexte qui n'est pas forcément favorable. Est-ce que c'est bien en ce moment de signer des pactes d'associés? Est-ce que ça va être des pactes qui vont être assez favorables ou pas? Est-ce que ça peut jouer? En tout cas, je pense qu'il ne faut pas diaboliser le pacte d'actionnaires. Le pacte d'actionnaires ou d'associés, d'ailleurs, c'est à peu près la même chose. C'est vraiment l'outil qui est indispensable. Et je pense qu'il est indispensable entre fondateurs qui n'ont pas encore levé de fonds et, a fortiori, avec des investisseurs. Mais c'est l'élément indispensable qui permettra justement d'avoir ce qui est important en private equity, l'équilibre des intérêts entre les différentes parties. Il est évident que quand vous faites rentrer un investisseur dans votre société, cet investisseur a un intérêt, il n'est pas là, ce n'est pas une association, et je pense que tu pourras nous le confirmer, c'est qu'il aura besoin à un moment d'avoir une liquidité pour pouvoir
manifester et faire apparaître un multiple, un ROI, donc un retour sur investissement, de sorte que il puisse un jour retirer de l'argent, avoir une liquidité et pouvoir offrir à ses propres investisseurs le rendement qu'il leur avait promis. Mais- Donc rien que ça, c'est particulièrement nécessaire. Et pour arriver à cet objectif, il y a les règles du jeu qui vont devoir être mises en place pendant toute la durée de l'investissement. Un investisseur, généralement, est dans une société pour 5 ans, généralement. D'accord, mais moi je parlais aussi des conditions dans lesquelles on signe le pacte d'associés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que c'est moins favorable qu'il y a 5 ans. Est-ce que vous pensez que c'est bien aujourd'hui quand même de se lancer tout de suite dans une levée de fonds Samuel, je te sens bouillir. Ouais, non, parce que le timing, est-ce que c'est bien pour signer maintenant? J'allais dire, c'est juste comme n'importe quel négo avec deux parties, Ouais. où en vrai, celui qui va avoir l'avantage au moment de la signature, c'est celui qui aura la force dans la négo, naturellement. Et donc, dans un monde où, typiquement, il y a 2-3 ans, où les entreprises pouvaient lever sur des valorisations extravagantes et tous les fonds de Paris faisaient la queue pour financer à n'importe quel valo, il est évident que c'est l'entrepreneur qui avait la force à ce moment-là et qui pouvait avoir un pacte qui était très, très en sa faveur. Par les temps qui courent, c'est beaucoup plus dur de lever des fonds. Et donc, on pourrait imaginer que la force serait du côté des investisseurs, puisqu'il y a peu de liquidités disponibles sur le marché. D'où l'importance de bien choisir son investisseur. Et chez Blast, moi-même, je suis un ancien entrepreneur et je suis toujours entrepreneur d'ailleurs. Et on a des pactes qui sont très entrepreneur-friendly, justement, avec des clauses qui sont plutôt favorables aux entrepreneurs. Et je rebondis sur un sujet, c'est que on dit souvent, c'est quand tout va mal que les choses, qu'on voit les vraies personnes, etc. Et pas quand tout va bien. Et je dis pas que tout va mal en ce moment, mais effectivement, comme on le voit, c'est plus compliqué, c'est un contexte qui est plus difficile à l'heure actuelle pour lever des fonds. Et ça ne veut pas dire que c'est maintenant qu'il faut signer, mais c'est maintenant qu'il faut être encore plus vigilant justement sur ce type de choses, pour rejoindre ce que disait Samuel. Et surtout, j'insiste sur un point, beaucoup de jeunes entrepreneurs qui se lancent vont avoir tendance à minimiser ce genre de choses, à savoir que c'est essentiel, mais pourtant ne pas le faire ou penser qu'ils le feront plus tard. Et c'est souvent trop tard. Et selon vous, Oui, pardon. Non, ce que je voulais dire, c'est que du coup, c'est intéressant d'être bien accompagné en fait quand on cherche à lever des fonds, quand on cherche à aller sur des financements, parce que du coup, effectivement, cette expertise, cette expérience, elle est nécessaire et elle est importante de bien être accompagné et d'avoir les bons interlocuteurs en face. Vous avez déjà accompagné ou en tout cas rencontré des gens qui n'avaient pas signé de pacte d'associés avec lesquels ça ne s'est pas bien passé. Enfin, vous avez déjà eu des expériences comme ça autour de vous? C'est assez commun que les entrepreneurs, des fondateurs entre eux, n'aient pas de Entre eux, pacte. ouais. Au début, quand on s'associe avec un copain, bien souvent, à la base, on n'imagine pas que il peut y avoir des distorsions, qu'on ne peut pas être aligné sur la vision de l'entreprise, que moi j'ai besoin d'argent et toi peut-être un peu moins. Et tout ça, c'est des sujets qui vont apparaître au fil du temps et qui, s'ils ne sont pas régis par un pacte dès le début, vont créer beaucoup de frictions. Et c'est pas bon du tout pour le business, les frictions entre fondateurs. Il faut Oui, savoir clair. que, excuse-moi, mais il Je faut t'en prie. savoir que même quand un pacte est signé, ça peut aussi très mal se passer. Ça m'est arrivé, Ah, typiquement. raconte. Un pacte d'associés qui est signé entre différents associés. Et pourtant, malheureusement, l'association ne se passe pas forcément bien. Il y a des divergences d'opinion, il y a des divergences d'actions. Mhm. Et du coup, le moment venu où on doit séparer les associés, faire les comptes, voir comment ça se passe, malheureusement, on déploie le pacte d'associés. Et parfois, même comme ça, il peut y avoir des litiges, il peut y avoir des choses et ça perdure. Fallait appeler Louis. Ça ne serait C'est pas vrai. arrivé. Non, mais tout ça pour dire qu'en gros, le pacte d'associés va à la fois protéger les fondateurs, les investisseurs et la société, puisque tout le monde a intérêt, comme je le disais, dans le cadre de cet équilibre, de faire en sorte que les objectifs qui sont promis au moment où il y a un investissement, au moment où il y a une association, que chacun puisse s'y retrouver. Et alors évidemment que le pacte ne résout pas tout, mais au moins ça nous permet d'avoir des clés de compréhension sur les choses telles qu'elles ont été convenues initialement et la façon dont on peut les régler. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, clairement. Ce que je veux dire, c'est que le pacte d'associés n'est pas un gros mot. Et parfois, quand on est deux amis et qu'on veut, par exemple, tu parlais d'une anecdote, ouvrir un restaurant qui peut générer au maximum 250 chiffres d'affaires les meilleures saisons, on se dit, mais on n'a pas besoin de faire un pacte d'associés, c'est bon, ça va le faire. Sauf que peut-être 2 années plus tard, on n'est plus effectivement en phase avec la lignée, avec ce qu'on avait prévu de faire dans le deck. Et qu'est-ce qu'on fait? On veut se séparer. Très bien. Je te vends mes parts, 50%. Combien ça coûte? Et bien là, c'est là où les disputes commencent. C'est là où les différends surgissent. C'est là où les complications voient le jour. Et c'est important, je pense, et je parle sous le contrôle des experts et de la CCI, qui est une grande experte, de prévoir dans le pacte la définition de la valorisation. Quelle est la méthode de calcul qui pourrait être retenue? Au moins, on ne discute pas. Tu veux partir? Très bien. Article 3,
du pacte d'associés, la formule est la suivante. À partir des comptes établis par l'expert comptable, garant financier, la valorisation se fera. Donc Très il vaut mieux se clairement. mettre d'accord quand on est encore Ça, c'est à- une clause de lever. Justement, ça, c'est les clauses de lever qui sont très importantes. Typiquement, c'est de se dire, bah, si tu pars avant 3 ans, tu es démissionnaire, et moi, je peux racheter tes titres pour 10% de sa valeur. Et ça, à chaque fois, c'est-à-dire la décote et la durée et les conditions de cession, tout est cité au pacte normalement, et c'est un point super important. Et Louis, tu peux nous parler un peu des bad livers, s'il te plaît? Oui, effectivement. Alors, les bad leavers, le principe est le suivant. C'est-à-dire que généralement, une société est composée de plusieurs fondateurs. Et vous comprenez bien que si, pour reprendre ton exemple, au bout de 2 ans, l'équipe sur laquelle l'investisseur a investi est divisée par 2 parce qu'il y a un des fondateurs qui décide de quitter la société, vous comprenez bien que l'investissement de l'investisseur a un peu du plomb dans l'aile, comme on dit. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver rapidement une solution pour faire en sorte que la sortie de l'associé qui part puisse se faire le plus vite possible et qu'on puisse se retourner de manière la plus efficace et rapide possible. Parce que vous comprenez bien aussi que si on a un fondateur qui garde une forte quotité du capital social alors qu'il n'est plus opérationnel, dans ce cas-là, la société, vous pouvez aller directement toquer à la porte du tribunal de commerce et ouvrir une procédure collective parce que je pense que globalement, ça ne marche jamais. Donc, ce qui est prévu, c'est qu'effectivement, il y a tout un tas de circonstances qui viennent fixer les conditions de départ qui sont qualifiées de bad ou de good leaver. D'accord. Et généralement, en bad leaver, quand on se trouve dans une situation pareille, on doit céder l'intégralité de ses titres avec une décote généralement très importante. Passionnant. Tu veux rajouter quelque Oui, chose? oui, juste préciser, pour celles et ceux qui nous écoutent, que le pacte peut évoluer. On est d'accord. Bien sûr. Donc ça, c'est important, tout comme les statuts d'ailleurs. Donc tout ça pour dire que les conditions d'aujourd'hui peuvent être différentes demain. Je t'en prie, Sam. Oui, je voulais rajouter quelque chose, préciser du côté investisseur pourquoi ces clauses sont importantes. C'est-à-dire que nous, quand on investit sur une entreprise qui est très jeune, avant d'investir sur l'entreprise, son produit, son sous-jacent, son marché, on investit sur un homme, on investit sur une femme qui a une idée, qui a une vision, qui a du charisme, sur un leader. Et si ce leader, si cette personne part, même si le produit reste, bah, c'est la valeur même de ce sur quoi j'ai investi qui s'en va. Et naturellement, mon investissement en termes de valeur est très dégradé. Et pour espérer me refaire, j'ai besoin de récupérer ces titres pour ensuite, demain, trouver un nouveau dirigeant et l'intéresser au capital. Donc, c'est très important pour un investisseur. Je comprends. Alors, Raibed est allé à la rencontre des entrepreneurs qui ont eu une expérience de levée de fonds. On regarde ça tout de suite. Hey, salut les amis! Aujourd'hui, on va parler levée de fonds. Quand on fait une levée et qu'on n'a pas de réseau ou qu'on ne connaît pas de business angel ou d'investisseurs, c'est compliqué. On va aller voir les entrepreneurs pour savoir comment eux, ils font pour dépasser cette barrière. Allez, je vous embarque avec moi, let's go! Est-ce que tu crois qu'on est tous égalitaires face à une levée de fonds? Non, on peut tous lever, par contre on part pas tous du même point. Il y a des grosses inégalités entre les entrepreneurs. Moi, je fais plutôt partie des cercles privilégiés, grandes écoles et tout, la fameuse Startup Nation. Non, quand t'as pas de réseau, c'est plus compliqué. Si demain on devait lever des fonds, ouais, je me dirais, putain, par où commencer, quoi. Non, principalement parce que en fait, ça passe par du réseau. Donc forcément, en termes de réseau, on n'est pas tous égaux. C'est beaucoup une question de réseau finalement. Je pense qu'il faut une part de chance, il faut être pugnace. Il y a une notion de timing qui est hyper importante. On aurait levé de l'argent il y a 2 ans, je pense qu'on l'aurait fait en peut-être 3 semaines. Là, vu le contexte, c'est un peu plus compliqué. Donc je pense qu'on n'est pas tous égaux. Après, ça ne doit pas être une excuse. Chacun peut aussi faire en sorte de rencontrer les bonnes personnes. Alors, on l'a compris, le réseau est assez fondamental, bien s'entourer. Comment est-ce que vous avez perçu les réactions, je crois, au salon Made in France d'ailleurs, qui ont été... Moi, j'aime pas trop toujours cette histoire de réseau, même si je comprends que ce soit facile de se cacher derrière le réseau quand on rencontre un échec. Je suis convaincu que tout le monde peut y arriver et qu'il faut se bagarrer. Aujourd'hui, il y a un super outil qui s'appelle Google, sur lequel on peut taper comment lever des fonds. Et il y a juste des ressources illimitées. Il existe des fonds, des clubs Ouais, de business après, angels, des excuse-moi de te couper, mais c'est institutionnels. vrai que quand tu as fait tes études ou quand tu as tes parents qui ont été avec telle personne et qu'on connaît quelqu'un, ça aide un peu. Oui, ça aide. C'est évident, mais on est dans une période quand même où, avec un certain nombre d'outils, je pense typiquement à LinkedIn, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont très accessibles. Alors évidemment, aujourd'hui, tout n'est pas parfait et il y aurait encore beaucoup de choses à redire sur la façon dont on peut finalement encore casser les barrières et faire en sorte que tout le monde soit sur la même ligne de départ. Mais globalement, aujourd'hui, celui qui veut se faire le réseau, bah, je pense qu'il peut le faire. Il est évident
que ceux qui ont fait HEC entrepreneur sont sur une voie royale pour créer des business, lever des fonds ou entrer dans la vie active dans des boîtes très, très sympathiques. Mais disons qu'aujourd'hui, on arrive à casser des barrières avec les réseaux sociaux et notamment LinkedIn, les réseaux sociaux professionnels. Alex, justement Ouais, Pardon, je suis d'accord. Je pense que comparer la capacité d'un individu à lever des fonds à un réseau, c'est aussi comparer la capacité à un individu de créer une boîte à un réseau. Donc je pense que tout est possible à celui qui se donne les moyens, finalement. Peut-être que certains seront aidés ou auront plus de facilité au départ. Mais encore une fois, je prends mon exemple. Moi, je n'ai pas fait d'études, j'étais ouvrier à l'usine. Jamais j'aurais cru en moi par rapport à ma capacité à créer des boîtes ou aider certaines personnes à gérer des boîtes, créer des boîtes, lever des fonds ou autres. Et pourtant, j'en suis là aujourd'hui en toute humilité. Et des exemples comme moi, il en existe des centaines et des milliers. Et tu as été aidé, excuse-moi, comment tu... Je n'ai pas forcément été aidé, non, à part regarder quelques vidéos sur YouTube ou apprendre à taper sur Google, comme le disait Samuel. Je pense qu'aujourd'hui, l'information est assez accessible. Les barrières à l'entrée sont complètement différentes aujourd'hui, en 2023-2024. Donc, encore une fois, celui qui se donne les moyens peut faire de très belles choses. Après, je pense qu'il y a beaucoup de dossiers, donc en fait, c'est quand même une réalité. Nous, on le voit à la CCI, en fait, les entreprises quand même nous sollicitent pour notre réseau, justement, notre écosystème, notre connaissance de l'écosystème. Et il y a quand même cette réalité, en fait. Effectivement, je pense que c'est plus simple qu'avant, ça c'est une certitude, mais ça reste quand même compliqué. Et dans certains domaines, identifier la bonne personne, trouver le bon interlocuteur, ça reste quand même une difficulté. Et nous, on le voit. Et les entreprises viennent nous voir pour justement identifier les fonds d'investissement ou les personnes qui pourront les accompagner. En fait, ils ont toujours en fait cette aussi un peu incertitude de est-ce que mon dossier est bien présenté, est-ce que c'est assez pertinent. Ils veulent pas se louper. Ils savent que c'est compliqué quand même, que la sélection elle est quand même très très importante sur ces dossiers de levée de fonds. Donc en fait, c'est plutôt un peu une crainte en fait de ne pas être à la hauteur. Et c'est Aussi pas bien sur le fond que sur la forme. exactement, tout à fait. Voilà. Et c'est ce qui fait que parfois, ils ont un peu cette appréhension. Ils n'osent pas envoyer les dossiers. Ils sont quand même hyper sollicités. Enfin, vous êtes hyper sollicités. Vous avez quand même de nombreux dossiers. Donc c'est comment tirer son épingle du jeu dans un écosystème qui est parfois un peu complexe. Et c'est en ce sens qu'HEC est favorable. Pour moi, ce n'est pas tant le réseau, c'est juste que je connais les codes, je sais à quoi doit ressembler un deck, je sais quelle doit être sa forme, je sais quels doivent être les chiffres qui y figurent. J'ai été formé un petit peu à la comptabilité et la finance, donc mon dossier sera plus sexy que celui d'un autre. Est-ce que pour autant, c'est parce que je connais un tel et pas un tel? Moi, je trouve beaucoup moins. Et puis, après, c'est plus simple d'être introduit. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que. Oui, je pense, moi. Ouais. Moi, je pense que c'est plus Samuel simple. n'est toujours pas d'accord. Non, mais Samuel. Non, mais c'est évident, mais passer le message selon lequel si tu n'as pas de réseau, de toute manière, tu n'y arriveras pas. C'est faux. Non, ça, c'est faux, ça, on est d'accord. Alors, en vrai, Créer les je pense opportunités. qu'évidemment, il y a des difficultés. Il y en a qui partent un peu en avance, mais il faut dire à ceux qui sont un peu derrière, les gars, allez-y, Non, mais- parce que vous allez réussir. Et par ailleurs, il y a tout un tas de personnes qui se mobilisent dans tous tout à fait. leurs domaines d'activité. Il y a la CCI, il y a les cabinets d'avocats, il y a les fonds d'investissement, il y a les entrepreneurs qui ont eu des succès et qui partagent l'information. Volontiers, bien Et sûr. on est aujourd'hui ici aussi pour partager de l'information, donner accès à de l'info. C'est Et ça. nous, au cabinet, on fait parfois des consultations pro bono. Ça nous arrive très régulièrement de prendre des calls avec des entrepreneurs et de les orienter. Et c'est un engagement aussi de l'écosystème qui vit aujourd'hui de tout ça, qui se donne à ceux qui aujourd'hui ont peut-être un peu moins les moyens. Et à l'inverse, il y a ceux qui ont du réseau mais qui ne l'utilisent pas, donc on peut se faire un échange de bons procédés. Alors, il y a une autre façon aussi d'accéder à l'investissement, même si parfois c'est pas forcément évident. Il y a une nouvelle boîte de production qui a lancé une nouvelle émission. On accueille tout de suite son producteur. Bienvenue Raïbed, Salut les amis. ça va? Je vous ai écouté attentivement, vous avez dit plein de belles choses. Et je vais rebondir sur une chose que tu as dit, c'est que souvent, les investisseurs, ils investissent dans la personne, dans le fondateur de l'entreprise, avant même d'investir sur le produit ou sur l'entreprise en elle-même et les résultats. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une vraie barrière d'accessibilité à la levée de fonds en fonction de si tu es une femme, si tu es en situation de handicap, si tu as des origines ethniques différentes, si tu n'as pas le profil type. J'avais lu une citation du président de Black Seed qui disait « Une femme noire, elle a plus de chances de gagner au loto que de lever des fonds ». Donc, face à ça, il y a un vrai constat. Et avec ma femme, Fatia, on a eu cette idée parce que nous-mêmes, quand on a dû lever des fonds, vous savez tous que moi, j'ai dû me faire passer pour Chronopost pour avoir accès à un certain réseau et faire ma première levée de fonds. On s'est dit, tiens, ça pourrait être intéressant de créer une émission où on fait tomber toutes ces barrières cognitives et de prendre des investisseurs, de les mettre dans le noir et de faire venir des entrepreneurs. Et
J'aimerais bien que vous regardiez le teaser de l'émission. C'est la première fois qu'on le Et diffuse. ça s'appelle comment? Et ça s'appelle Blind Invest. C'est parti. Nous avons eu l'idée de réunir des investisseurs et des entrepreneurs dans le noir. On n'a pas de support, on ne voit pas les froncements de sourcils, les petits jeux de regard et tout ça, c'est quand même hyper important. Ça rend tout tes sens en éveil, tu te focalises aussi sur la voix, sur le fond, sur la forme. En fait, l'avantage à être positionné dans le noir, c'est que tu es comme tout le monde et qu'on part tous du même point. Je vais analyser de façon très simple la personnalité du fondateur et son ambition. Moi, ce que j'aime, c'est le fait que c'est inclusif. Pour moi, le plus important, sont les hommes, les femmes qui construisent ces entreprises. Ça casse tous les préjugés qu'on peut avoir. Je trouve que c'est très smart. Enfin, moi, personnellement, j'adore. Je pense que le marché adressable, en tout cas, est colossal. J'ai monté un fonds avec quelques sportifs, donc le sujet me parle. On a besoin d'argent pour accélérer. J'aime en fait investir dans des produits qui vont changer notre vie au quotidien. Quand on va pitcher et que ça marche pas, on a tendance à se dire ouais, ça se trouve, c'est à cause de ma gueule, parce qu'il m'aimait pas. Là, il n'y a pas d'excuse. 4 projets, un seul investissement. Bienvenue dans Blind Invest. Stylé. Mais c'est incroyable. J'adore. Bravo. Donc voilà les copains, on a fait tout ce boulot avec Hoopercast, avec qui on a l'habitude de travailler, et avec Gabriel, on a écrit cette émission, avec Fatia aussi, parce qu'on est parti sur des vraies problématiques. Déjà, vous découvrez le teaser, j'aimerais trop avoir votre avis en tant que user et en tant que gens qui ont fait des levées de fonds ou qui accompagnent dans les levées de fonds. Des Pourquoi je vais émotions, t'attaquer, toi, allez-y, direct allez-y. Vas-y. du coup. Moi, Vous êtes sous le charme, là. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne idée. En tout cas, ça va démontrer à ceux qui pensent, à tort ou à raison, être discriminés, d'avoir un vrai avis en face d'eux, d'avoir un vrai retour des investisseurs qui soit dénié de tout biais. Et en soi, je suis convaincu que ça va les faire grandir de la meilleure des manières, que ce soit avec des fonds ou sans fonds. Donc pour ça, c'est une super initiative, je trouve. Complètement, et ça met en avant aussi l'impartialité, surtout. Et du coup, se concentrer sur l'essentiel même, plutôt que le reste, l'apparat ou autre. Et en plus, c'est super bien monté, c'est dynamique, ça va permettre d'éduquer. Et je pense qu'aujourd'hui, l'accessibilité à l'information, on l'a évoqué aussi, est capitale. Et ce genre d'émission va beaucoup aider, je pense. Et ça va, excuse-moi, je me permets, mais ça va dédramatiser aussi la démarche d'aller pitcher, la démarche d'aller vendre son entreprise, d'aller vendre son concept. Je trouve ça vraiment génial. Merci, ça fait plaisir. Non, mais voilà. Ça offre un exemple concret. Le concept est super et effectivement, je pense que ça va couper les barrières effectivement sur le phrasé, sur le physique, l'apparence physique, parce que c'est ce qu'on mettait peut-être tout à l'heure en avant et qui, pour certains, les empêchait de se présenter correctement à des fonds d'investissement. Maintenant, j'imagine que les questions des investisseurs resteront les mêmes. C'est quel est le background, pourquoi tu vas monter ce projet, pourquoi c'est toi la meilleure personne pour monter ce projet et surtout, en gros, quel est ton besoin de financement et avec ce financement, qu'est-ce que tu vas passer comme étape du point A au point B. Il faut savoir aussi que finalement, les investisseurs, quand ils investissent dans une boîte, ils investissent sur des aventuriers. Et donc, la personnalité, encore une fois, du founder est vraiment important, sa capacité d'être résilient, sa capacité à pivoter, parce qu'évidemment, un projet entrepreneurial ne se passe pas comme prévu généralement. Jamais, il faut être capable de pivoter. Comme ces émissions d'ailleurs, jamais. Ça ne se passe jamais comme prévu. Ce qui est intéressant en plus, c'est que du coup, il va y avoir des questions, les investisseurs vont poser des questions et donc du coup, les entreprises qui vont derrière de vouloir lever des fonds, ils vont pouvoir s'inspirer et regarder en fait aussi cette émission pour, en termes d'apprentissage, formation, on en parlait. Ça va pouvoir. Ce qui a été important aussi, c'est que c'est vraiment une expérience sociale, hein, parce que dans le noir, on a mis des gens avec des profils différents. On a mis des personnes en situation de handicap à côté de personnes qui ont fait HEC, avec d'autres qui ont un physique, avec des tatouages ou des cheveux comme ça verts. Mais par contre, ils ont tous un projet viable et ils sont venus pitcher. Et on s'est rendu compte qu'à travers l'expérience sociale, on découvre qu'il y a vraiment les cartes qui sont redistribuées. En plus, on est allé vraiment loin au niveau du concept. Moi, en étant une personne en situation de handicap, j'avais envie aussi de ramener cette notion-là. Je suis même allé travailler avec Didier Roche, qui est notre présentateur, qui est lui non-voyant et qui accompagne tout le monde dans cette situation. Et je vous assure que
il y a vraiment quelque chose qui s'est passé parce qu'il y a un lien vraiment qui s'est créé de façon très très forte entre les investisseurs et les entrepreneurs parce que le fait de leur demander de se concentrer sur ce que les gens disent, il y a vraiment une analyse de chaque mot qui Une sort, attention qui est une différente. attention importante. Et vraiment, on s'est rendu compte, l'expérience a été complètement incroyable, il y a eu beaucoup d'émotions. Et franchement, on s'est régalé. Maintenant, l'objectif, C'est c'est quoi de les trouver next un steps? diffuseur. Voilà, c'est quoi les Maintenant, on next steps? cherche un diffuseur. Donc là, on est en train de présenter le deck. On est allé voir la CCI. Donc maintenant, j'espère que vous allez me donner un peu de cash. Opération séduction, Raibel. On puisse derrière faire vraiment. Il me semble que pour moi, c'est une émission d'utilité publique. Donc, avec une vraie expérience sociale, avec une vraie vision positive sur ce qu'est l'investissement aujourd'hui, et de vraiment donner envie à tous ces entrepreneurs de se dire que la discrimination, il y a moyen de la contourner et qu'on peut tous arriver à nos fins et arriver à cet objectif en ayant tous un bagage différent. Donc concrètement, besoin de financement, besoin de diffuseurs. Besoin de diffuseurs, de sponsors, des gens qui viennent nous soutenir dans cette initiative. On a eu la chance pour monter les pilotes d'être soutenu par Ensom. C'est une carte de crédit qui a été faite pour les personnes qui sont aveugles. Oui. Donc elle parle, donc c'est vraiment cohérent avec le thème. On a Harold Parizeau du China's Business Club qui a offert des... Bon, c'est un cadeau, je ne peux pas trop vous en parler, mais il nous soutient aussi. Il y a Thierry Herman de Herman Immobilier qui a tout de suite cru au projet, qui a été notre premier soutien et qui nous a poussés. Et il y a Stéphane Frag de Ocure, qui lui aussi est tout de suite venu monter au créneau pour nous pousser. Et dernièrement, il y a une amie aussi qui s'appelle Déborah Guillotin, qui a WeSpeak, qui a des écoles de coaching en anglais, qui pareil, ça c'est vraiment par vraiment amour du projet et de vraiment pousser l'initiative qui est venue. Donc ouais, on a des gens qui sont pas forcément que dans la finance, c'est juste qu'ils ont cru à ce projet social et de se dire mais il y a une utilité, il faut le pousser, c'est différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Eh ben, on envoie toutes les meilleures vibes. Envoyez plus que des vibes à Raibed et à la production, à Blast, Blind on vous Invest. attend sur un des prochains épisodes. Et ce serait hyper intéressant de vous pitcher dans le noir. Pitcher, de voir un peu comment ça se passe et d'avoir votre retour sur l'expérience. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Je voudrais un petit mot, un dernier petit conseil que vous pourriez partager concernant notre sujet d'aujourd'hui, les levées de fonds, la conjoncture, comment on fait. Julie? Moi, je pense qu'il faut être accompagné. Il ne faut pas hésiter à aller solliciter l'écosystème en fait, sur la levée de fonds. Et vraiment pour avoir des conseils. Et voilà, ce serait vraiment l'accompagnement pour moi qui est important et à mettre en avant. Merci beaucoup, Louis. Idem, n'hésitez pas à pousser les portes. Et quand vous avez l'impression de pousser et que ça ne s'ouvre pas encore, poussez encore plus. Et ça s'ouvre un tout petit peu, mettez le pied dedans et repoussez encore bien fortement. Merci. Ça marchera. Alec? Pour revenir sur le thème du pacte d'associés, justement, que ce soit avec des investisseurs, des collaborateurs ou des associés, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc c'est important de cadrer les choses. Très bien. Samuel? Peut-être viser la rentabilité à court terme. Je pense que les années où on gagnait de l'argent à horizon 3 ans sont révolues. Il faut montrer un business plan où on gagne de l'argent à 12-18 mois maximum. Ce sera la clé du succès pour une levée de fonds, à mon sens. Du concret. Raibed? Moi, je vais donner un conseil sur tout ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure. N'hésitez pas à prendre de l'argent pour investir dans du conseil, dans un business plan bien calibré avec des projections qui sont montées avec des spécialistes, avec des experts comptables. C'est un investissement que vous allez faire, que vous allez retrouver derrière lorsque vous aurez closé votre levée de fonds et qui va vous permettre de ne pas avoir de problème, comme on avait déjà entendu sur certaines anecdotes de personnes qui ont levé de l'argent, qui ont estimé qu'ils avaient besoin d'1 million, 1,5 million, et qu'au bout de 6 mois, ils ont cramé tout le cash et en fait, ils avaient besoin de plus. Et du coup, au lieu d'être sur une accélération avec une pérennité, ils se retrouvent avec une boîte qui potentiellement va être sur le dépôt de bilan. Donc, il faut y faire hyper attention. Il ne faut pas hésiter à dépenser en allant chercher. Très bien. Merci beaucoup. On vous prépare tout un tas de contenus pour pouvoir justement aller au fond du sujet. Merci à tous mes invités. Bravo à Blind Invest. Good vibes. Merci beaucoup, Waïb, d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairés. On se retrouve la semaine prochaine, non? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas?